Bonsoir, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce début de semaine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Déclic en compagnie de mes deux coéquipiers, Imad Messoudi et Hélène Maquet. Bonsoir à tous les deux. On va donc parler d'Ukraine ce soir et se projeter sur le long terme. Combien de temps encore les Occidentaux vont-ils soutenir l'Ukraine? Est-ce que les sommes débloquées, les envois d'armes resteront aussi importants dans un conflit qui s'enlise? Est-ce que la Belgique prend suffisamment ses responsabilités dans ce conflit? Trois invités sont avec nous ce soir. Frédéric Goetting, lieutenant général, chef de la direction générale des ressources matérielles au sein de l'armée belge. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Frédéric Moreau, chercheur associé à l'IRIS, avocat au barreau de Bruxelles et auteur notamment de Défendre l'Europe, plaidoyer pour une armée européenne. Et puis avec nous à distance, Joseph Enrotin, politologue, spécialiste des questions stratégiques et de défense. Bonsoir et merci à tous les trois d'être avec nous. Alors on va peut-être commencer avec ce chiffre qui nous a frappé dans la presse ce matin, 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros pour reconstituer notre stock de munitions qui était déjà un peu vide avant le conflit en Ukraine et qu'il est de plus en plus. C'est vous qui mentionnez ce chiffre, Monsieur Goetting. Comment est-ce qu'on explique une somme aussi importante ? Les munitions sont chères. Donc une munition, certaines munitions peuvent aller jusqu'à 1 million d'euros, voire même plus. Donc forcément, on arrive rapidement à des montants impressionnants lorsqu'on veut un certain stock. Et donc depuis de nombreuses années, les stocks, on se reconstitue au sein de la défense. On investit beaucoup pour les reconstituer. Si on prend une photo aujourd'hui des stocks que nous avons par rapport aux niveaux qui sont demandés par l'OTAN pour chacune des munitions que nous avons en stock, il y a un trou de 7 milliards d'euros. Alors 7 milliards d'euros, c'est beaucoup bien sûr, mais c'est bien sûr pas un montant à dépenser sur une année, c'est un montant à répartir sur plusieurs années et qui permettra petit à petit de reconstituer les stocks entre aujourd'hui et le moment où on sera à nouveau totalement opérationnel à nouveau. Mais montants qu'on n'a pas pris en considération dans les dépenses déjà débloquées et les sommes déjà débloquées pour la défense et qu'on a annoncé ces derniers mois. Ça vient s'ajouter en fait. Non, bien sûr que non. Ces montants-là sont compris dans les budgets qui sont prévus. Okay. Évidemment, les limites disponibles sont en fonction des besoins qu'on va reconnaître en priorité, plus ou moins importantes au profit des munitions. Et donc, 7 milliards, ça peut représenter un investissement sur 7 ou 8 années, ça peut représenter un investissement sur 3 ou 4 années, en fonction des priorités budgétaires qui seront réservées au niveau des munitions pour les prochaines années. 3 ans, 8 ans, est-ce que vous avez une certaine inquiétude par rapport aux élections l'année prochaine, une nouvelle peut-être coalition, d'autres partis autour de la table? Est-ce que il y a un soutien transpartisan pour à nouveau soutenir la défense et continuer les investissements, ou est-ce que vous avez une inquiétude quant à ce que l'année prochaine peut-être les priorités ne seront pas les mêmes pour les partis au pouvoir? On a aujourd'hui au gouvernement une coalition assez large et on peut reconnaître que le gouvernement pendant cette législature-ci a quand même soigné la défense. On a eu quand même des investissements très importants. On a eu un plan STAR qui a réservé plus de 11 milliards pour la défense, qui a été complémenté suite au conflit en Ukraine par un plan qu'on a appelé Readiness de 1 milliard également. Donc il y a quand même des moyens importants qui ont été octroyés à la défense. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance au sein du gouvernement des besoins qui sont là. Donc effectivement, oui, je peux être inquiet parce qu'effectivement, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, mais je suis confiant néanmoins dans ce que pourra nous réserver le prochain gouvernement. Quand vous voyez l'état du stock actuel, vous considérez que c'est un échec? On n'a pas été suffisamment prévoyant? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pas du tout, parce que suite au début du conflit en Ukraine, la défense belge, comme les autres défenses des pays occidentaux, a décidé de libérer une partie de ses stocks pour appuyer l'Ukraine. Donc forcément, la situation ne s'est pas améliorée. Et donc, c'est normal qu'on soit aujourd'hui à un niveau relativement bas. Relativement bas ne veut pas dire que nos stocks sont à sec, loin de là. On a encore du stock, mais les niveaux de stock demandés au niveau de l'OTAN sont assez importants et donc il faudra un certain temps pour les reconstruire. Joseph Enrotin, vous suivez tout ça de près, les questions qui concernent la défense belge. Votre réaction à ce chiffre mentionné par M. Goetting aujourd'hui de 7 milliards pour reconstituer les réserves, est-ce qu'il vous surprend ? Personnellement, il ne me surprend pas dans la mesure où, comme le général le mentionnait, le plan STAR en fait permet de reconstruire un certain nombre de capacités qui ont été abandonnées au fil des ans. Alors, abandonnées plus par impéritie budgétaire que par volonté militaire. Or, le problème, c'est que quand vous achetez par exemple de l'artillerie en 155 mm, forcément vos obusiers ne servent à rien s'il n'y a pas les obus à côté. Or,
il apparaît aussi que ces obus se sont diversifiés. Il y a pas uniquement l'obus explosif classique HE en 155 ou l'obus élimination, mais il y a aussi des munitions de précision, etc. Donc, in fine, quand on fait le total des capacités qui vont être reconstruites, parce elles ont existé à un moment donné dans les forces belges, effectivement, on arrive très très vite à des sommes qui sont importantes, alors sans préjuger de ce qui sera acheté. Effectivement, si peu qu'on veut un peu d'épaisseur, et la guerre d'Ukraine montre à quel point la notion même de stock est importante, on n'est plus dans des logiques d'achat par flux. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu durant la crise du Covid. L'achat, si vous voulez, au moment même du besoin, ça ne fonctionne clairement pas. Donc, il faut du stock. Et donc, effectivement, oui, c'est coûteux. Et si ça ne fonctionne pas, de décider tout d'un coup d'acheter, c'est aussi parce qu'on ne fabrique pas des munitions comme ça. Il y a une longue chaîne de production. Frédéric Moreau aussi, vous suivez ça de près. Fabriquer des munitions, il faut des industries, il faut des matières premières. On ne décide pas tout d'un coup d'acheter des centaines de milliers d'armes. Vous doublez pas ou vous triplez pas les capacités de production comme ça du jour au lendemain. Pour augmenter le flux d'approvisionnement en munitions, il faut certes augmenter les cadences, ça c'est le plus facile, mais il faut accroître les chaînes de production, et non seulement il faut accroître les chaînes de production, ce qui est très compliqué, mais il faut se prendre le stock de matières premières, je pense notamment aux métaux et aux alliages spécifiques, notamment pour fabriquer des missiles de croisière. Et puis, il faut recruter aussi du personnel qualifié. On ne trouve pas des ouvriers qualifiés sous les sabots d'un cheval. Quand vous prenez les armes de précision décisives, les plus décisives sur un champ de bataille, je pense notamment aux missiles de croisière, du type de ceux qui ont été envoyés en Ukraine, comme les Storm Shadow ou Scalp, c'est plus d'un an pour fabriquer. C'était plus d'un an en temps normal pour fabriquer un seul missile. Donc, vous voyez bien que ça prend du temps. Il faut que les industriels investissent, et pour que les industriels investissent, il faut qu'ils aient des carnets de commandes fermes de la part des États, parce qu'ils vont pas créer des chaînes de production comme ça s'ils ne sont pas assurés derrière d'avoir des commandes fixes dans le long terme. Avant d'aller plus loin avec vous, messieurs, on va faire un point avec vous, Imad, sur l'aide de la Belgique à l'Ukraine depuis le début de ce conflit. De quelle arme, de quel équipement, de quel montant parlons-nous? Et vous allez nous dire comment on compare ça aussi au montant débloqué par nos voisins. Alors, j'ai un chiffre, 352 millions d'euros. C'est le montant qu'on obtient en additionnant les chiffres publiés par la ministre de la Défense, Ludivine Dondonder. Entre le début de la guerre et janvier 2023, on était à 228 millions. Depuis le mois de janvier, d'autres tranches se sont rajoutées en mai, en juin. Ce mois-là, le Conseil des ministres avait approuvé son 15e paquet d'aide militaire à l'Ukraine. Alors, c'est a priori un chiffre incomplet, car le Kiel Institute for the World Economy, qui est un centre de recherche indépendant allemand, chiffre le soutien militaire belge à 385 millions d'euros. Alors, qu'avons-nous fourni à l'Ukraine? Alors, beaucoup d'armes légères, lourdes, des munitions en très grande quantité, des lanceurs de missiles air-sol, des missiles anti-tanks, des mortiers, etc. Je ne vais pas faire toute la liste. Des véhicules d'infanterie aussi, des Iveco italiens, des véhicules de transport. Alors, il n'y a pas seulement des armes, il y a aussi du carburant. En début d'année, on a ainsi livré 38 millions de tonnes de carburant à l'Ukraine, essentiellement 38 000 tonnes. 38 000 tonnes, oui, c'est ça, 38 000 tonnes de carburant. Ouais. Alors au total, on rappelle ce chiffre, donc 385 millions de soutien militaire belge à l'Ukraine. Ça nous place comment par rapport aux voisins ? Alors, le Kiel Institute a une carte, et c'est assez simple. Plus le pays est sombre, plus l'État en question a soutenu l'Ukraine. Un pays comme l'Estonie, par exemple, a consacré 1,2% de son PIB au soutien militaire à l'Ukraine. La Pologne, elle, a fourni pour 3 milliards d'euros d'aide à son voisin. Alors, plus proche de nous, les Pays-Bas, ils sont 5e au classement des pays qui ont le plus aidé l'Ukraine, avec quasiment 2,5 milliards d'euros de soutien. C'est 0,26% de son PIB. Notre pays, la Belgique, lui, s'est limité à un soutien militaire à hauteur de 0,07% du PIB. C'est quasi le quart du soutien néerlandais. Ça nous place au 21e rang du classement des pays qui aident l'Ukraine. D'autant que l'Allemagne a donné pour plus de 7 milliards d'euros. Ça correspond à 0,20% de son PIB. D'autant que la France a fait bien pire que nous en ne se consacrant qu'un peu moins de 0,02% de son produit intérieur brut. On le voit, la Belgique est donc loin d'être parmi les pays les plus généreux envers l'Ukraine.
Alors je vais vous faire réagir à ça, lieutenant-général Gouting. C'est vrai que on comprend assez aisément pourquoi les pays qui sont géographiquement proches de l'Ukraine investissent beaucoup, l'Estonie, la Pologne. Mais par contre, à l'ouest de l'Europe, c'est vrai qu'on peut se poser des questions pour un pays comme la Belgique, beaucoup moins que nos voisins néerlandais. Mais nous avons, au niveau militaire, je vais dire, dès le début du conflit, pris les devants en énumérant le matériel qu'il était possible de donner à l'Ukraine. Parce qu'il est évident qu'on ne peut pas déshabiller complètement une armée pour la rendre totalement inefficace. Et donc, il faut voir dans chacun des stocks ce qui est possible de donner. Ces éléments-là ont été fournis, on a fait le travail. Bon, on a pu effectivement envoyer beaucoup de matériel. Il faut savoir aussi qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont été sollicitées au niveau belge. Vous avez mentionné beaucoup d'équipements. Il y a également l'équipement personnel, par exemple, pour équiper le soldat, le protéger contre le froid, mais le protéger également contre les agressions qui ont été proposées. Donc, il y a quand même eu un effort assez important et assez éclectique au niveau de la défense belge. Mais les moyens financiers viennent du niveau politique. Nous, en tant que militaires, nous sommes bien sûr chargés de faire une étude au niveau de nos propres stocks et de savoir ce qui peut être libéré. Et c'est vrai que c'est important de faire la différence entre ce qui est des décisions purement techniques et militaires et des décisions politiques. La question, elle se pose notamment, Imad, pour les F-16 qui sont dans l'actualité. Et ça a été commenté aujourd'hui par la ministre de la Défense, Ludivine de Dunder, qui confirme que pour le moment, impossible d'envoyer des F-16, contrairement aux Pays-Bas et au Danemark. Oui, malgré le fait que la Belgique fasse partie du consortium international F-16, il y a 11 pays dans ce consortium, dont le Danemark, les Pays-Bas, la Pologne, la Grande-Bretagne. On sait que le Danemark seul va livrer 19 F-16. Les Belges, eux, ont juste annoncé pouvoir assurer l'entretien de ces avions et la formation des pilotes ukrainiens, une formation qui prendra un certain temps, mais pas de F-16. Alors pourquoi ? Je propose d'écouter la ministre Ludivine de Dunder. Elle était interrogée tout à l'heure par Eric Wever. Pour le moment, les F-16 belges sont pleinement opérationnels, à la fois pour la protection de l'espace aérien du Benelux, mais aussi pour la protection de l'espace aérien des États baltes. Nous n'avons donc pas de F-16 à mettre à disposition de l'Ukraine. Par contre, nous participons à la coalition avec d'autres pays partenaires pour fournir une formation aux pilotes ukrainiens à la conversion en F-16, mais aussi pour la formation de techniciens et pour la maintenance. Alors, ce n'est pas possible d'envoyer des F-16 en l'état. J'aimerais vous entendre réagir à cela, Joseph Enrotin. Est-ce qu'il s'agit d'une question purement technique, militaire, selon vous, ou d'une décision plus politique ? Personnellement, moi, je tendrais à dire que c'est plus politique. Quand on prend le cas du Danemark, par exemple, qui a une quarantaine de F-16, on s'aperçoit qu'en fait, ces F-16 sont grosso modo dans la même tranche d'âge, si vous voulez, que ceux des F-16 belges. Dans le même temps, en fait, le Danemark a donné la moitié de sa flotte. Alors effectivement, il va recevoir des F-35, mais pour l'instant, il n'en a qu'un seul. La Belgique va aussi recevoir des F-35. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'il y a vraiment une question qui est de nature politique, d'autant plus qu'il n'y a pas que la livraison d'appareils en tant que telle. Il y a des livraisons en fait, de munitions qui pourraient être utiles à ces appareils. Je pense aux missiles AIM-9, à l'AIM-120 en défense aérienne. Je pense à la JDAM, bombe guidée par GPS, la GBU-39, Small Diameter Bomb, etc. Bref, toute une série de choses qui pourraient être utiles aux Ukrainiens et également de vieux appareils déclassés potentiellement. Alors, c'est pas parce qu'ils sont déclassés qu'ils ne peuvent pas être cannibalisés, c'est-à-dire qu'on va utiliser un certain nombre de pièces détachées encore valables pour continuer à faire voler les stocks. Alors c'est vrai que quand on regarde l'âge des F-16, effectivement les F-16 belges sont relativement âgés. Ceci dit, c'est au regard de nos propres normes d'utilisation de ces appareils. Et quand on regarde ce que les Ukrainiens font avec des appareils comme le MiG-29, le Sukhoi 27, qui ont dépassé déjà depuis très très longtemps ces normes-là, quand on voit leur qualité en matière mécanique, la qualité des Ukrainiens, ma foi, je suis plutôt d'avis de leur laisser faire le choix eux-mêmes et de voir si effectivement ils peuvent avoir besoin ou pas de ces avions. Pour moi, c'est d'abord et avant tout une question de nature politique, comme d'ailleurs dans tous les dons de matériel militaire d'une manière générale. La France a livré un quart
de son artillerie, c'est quand même pas rien, des missiles de croisière, voilà, tout ça a quand même un profil politique important, on va dire, avec des effets sur le terrain extrêmement importants. Mais évidemment, si vous aviez posé la question à un militaire français, il vous aurait dit non, moi j'aime autant conserver mes Césars, mes canons d'artillerie. Voilà, donc c'est vraiment typiquement des questions de nature très très politique. Alors je vais vous faire réagir à ça, lieutenant-général Gouting. C'est vrai qu'un des arguments qu'on a sortis du côté de la défense, c'est de dire on n'envoie pas des médicaments ou des vaccins périmés en Afrique, on ne va pas envoyer des F-16 qui ne sont pas parfaitement en état de marche en Ukraine. En même temps, est-ce que c'est pas la responsabilité des Ukrainiens eux-mêmes de, en effet, voir si ces avions y mettent des pilotes dedans et de voir s'ils peuvent pas s'en servir pour une mission d'une nature ou d'une autre, ou même comme pièce de remplacement éventuellement pour d'autres avions? Donc de nouveau, effectivement, d'un point de vue purement technique, les avions sont, comme on appelle, en bout de vie, c'est-à-dire qu'ils ont épuisé leur potentiel de vol. Comment se calcule un potentiel de vol d'un avion? C'est en fonction de la structure de l'avion, en fonction des risques que peut ou des charges que peut subir la structure en fonction des heures de vol qui sont accomplies. À partir du moment où l'avion n'est plus considéré comme étant dans sa fenêtre de sécurité, je trouve qu'il est particulièrement malvenu de dire à une nation autre je vous donne cet avion-là, nous on ne volera plus avec, mais je vous en prie, mais si vous l'essayez. Mais si la Belgique est claire par rapport à l'état des avions, est-ce que c'est pas aux Ukrainiens finalement de prendre cette responsabilité, puisque eux réclament tous les moyens disponibles? Est-ce que vous pensez que nous, en tant que citoyens belges, nous assumerons la responsabilité d'avoir donné un appareil qui ne peut pas voler? Je pense qu'il faut rester, il faut garder les compétences là où elles sont. Si on peut donner un avion qui a encore du potentiel, et on est en train aujourd'hui de regarder ce qu'il est possible de faire dans les prochaines années pour épargner dans nos objectifs opérationnels, pour justement avoir quelques avions qui auront du potentiel, on les donnera bien volontiers. Si on peut mettre notre potentiel industriel à la disposition pour remettre en état et reconditionner des avions, on le fera. Si on peut former des pilotes, on le fera. Mais ne nous demandez pas de donner des avions qui sont en bout de vie et de les mettre dans les mains de pilotes qui vont aller risquer leur vie au-dessus d'un territoire. Votre réaction à vous, Frédéric Moreau, vous entendez ici la situation au niveau de la Belgique. Vous connaissez aussi très bien la situation française. Quelle est votre analyse d'expert? Écoutez, moi je suis extrêmement déçu de l'effort fourni par mon pays, la France, en faveur de l'Ukraine. Certes, la France a fait des efforts significatifs qui ont été rappelés par M. Enrotin, notamment en matière d'artillerie, en matière de missiles de croisière qui ont des effets tout à fait significatifs sur le terrain. Ajouter à cela, pour tempérer un peu le propos, qu'elle entretient un flou qui n'est pas nécessairement très habile politiquement sur ce qu'elle donne vraiment. Est-ce qu'elle donne vraiment d'autres armes sans le dire? Personne ne le sait, enfin pas moi en tout cas. Néanmoins, la France peut faire plus et doit faire plus. Je partage tout à fait l'avis du général Gouting. On ne peut pas donner des matériels en bout de vie. La France a donné des AMX 30, des AMX 10RC, pardon, qui sont des engins blindés légers, qui étaient tout à fait adaptés à la guerre dans le désert et qui ne le sont absolument pas dans la guerre qui se déroule en Ukraine. Alors peut-être qu'il ne faut pas donner le char Leclerc parce que d'abord on en a très peu et peut-être qu'il sera très difficile à maintenir. Mais je ne comprends pas, par exemple, je ne m'explique pas, par exemple, qu'on ne forme pas, qu'on ne donne pas des Rafales à l'armée de l'air ukrainienne. Quand il s'agit de faire des ventes à l'export, on trouve tout de suite 12 avions Rafale pour la Croatie, pour la Grèce, pour l'Égypte, pour le Qatar. On arrive à les prélever sur les stocks de l'armée de l'air. Je ne dis pas qu'il faille les prélever sur les stocks de l'armée de l'air. Ce sont des décisions politiques. Ce sont des décisions politiques, mais les carnets de commandes des avions de chasse français sont pleins. Je pense qu'on pourrait très bien fournir au minimum une escadrille de Rafale avec les armements qui vont avec aux Ukrainiens. Ça serait vraiment des armes qui permettraient de faire la différence. Maintenant, peut-être pas leur donner des Mirage 2000 puisqu'ils sont un peu dans la même situation que les F-16 dont parlait le général Gouting, c'est-à-dire peut-être qu'ils n'ont pas les radars suffisants pour assurer les missions dont ils ont besoin. Mais la France doit faire plus, c'est inexplicable. On ne peut pas revendiquer le rôle de leader le leader européen en matière de défense et faire si peu et si tard pour un pays qui est en guerre et dont nous soutenons la France doit faire plus. Est-ce que la Belgique doit faire plus? C'est une question qui ne vit
pas tant que ça au niveau politique, Imad, Non, pas vraiment. chez nous. Pas vraiment. Côté francophone, c'est pas vraiment le cœur de cible du PS ou des colos. Le MR a d'autres priorités. On sait ce que pense le PTB du conflit en Ukraine. Il n'y a guère que chez les engagés, le parti Les Engagés, que le manque de soutien belge est pointé du doigt, et ce depuis assez longtemps. L'an dernier, dans ce même studio, le député fédéral Georges Dallemagne dénonçait la timidité belge. Je crois vraiment qu'il faut, en Belgique, de la part du gouvernement, mettre en rapport les mots qui sont forts à l'égard de la Russie et de l'Ukraine. Le Premier ministre a dit que Vladimir Poutine était un fasciste pur et dur. Il a dit aussi que l'Ukraine devait gagner cette guerre et que nous soutiendrons l'Ukraine. Mais dans les faits, je pense qu'il y a vraiment encore de la marge. Alors c'est lié à la fois à ses réticences politiques, c'est aussi lié au fait qu'il n'y avait plus grand-chose sur les étagères belges. Voilà donc pour la position de Georges Dallemagne des Engagés, mais c'est vrai que ce n'est pas une question dont on entend beaucoup parler, et la politique choisie, la stratégie n'est pas vraiment mise en question du côté belge. J'aimerais terminer ce dossier sur le soutien occidental à l'Ukraine par justement, au-delà de la Belgique, quelles sont les positions aujourd'hui. On sent que du côté ukrainien, on est assez inquiet aujourd'hui de savoir comment ça va s'inscrire dans la durée. Peut-être vous donner la parole d'abord, Frédéric Moreau. Beaucoup de questions sur la stratégie américaine. On approche de l'échéance électorale et côté républicain notamment, on ne partage pas la vision de ce conflit de Joe Biden. C'est une inquiétude tout à fait légitime des Ukrainiens. Ils ont cette inquiétude dès le départ. Tous les efforts de communication, de visite à droite et à gauche du président Zelensky s'inscrivent dans ce souci qui au fond était le même que celui des Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire de maintenir la ligne de vie entre le front et tous les pays qui fournissent, dont l'industrie de guerre, l'industrie militaire fournit. Et Vladimir Poutine joue avec ça, il joue la montre, il se dit que peut-être que dans une bonne année, la situation aura changé. Vladimir Poutine a déjà influencé les élections américaines, il a également tenté d'influencer les élections françaises, il va évidemment tenter d'influer. Du reste, c'est reconnu par les stratèges russes, les élections américaines. Ce n'est que dans 15 mois. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, évidemment. Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici 15 mois, mais c'est effectivement une zone de faille sur laquelle joue assurément Vladimir Poutine, c'est clair. Lieutenant général Gutting, du côté européen, on sent que c'est pas toujours facile de parler d'une seule voix. Il y a eu une réunion des ministres de la Défense à Tolède récemment, du côté de la Hongrie notamment. Ça coince sur un plan de 5 milliards par an du côté européen. Est-ce que vous craignez qu'à un moment, côté européen, il y ait aussi une forme de lassitude, en particulier chez certains États membres, et que la solidarité actuelle vienne à être moins solidaire à terme pour le coup? Je pense que tout le monde peut avoir cette crainte-là, effectivement, mais de nouveau, c'est une sphère politique, c'est le monde politique qui devra pouvoir influencer ce mécanisme-là. Si je me penche sur l'aspect plus technique, ce qui est important, c'est vraiment le développement industriel. Nous devons absolument permettre à nos industries de la défense d'augmenter leur capacité de production. Et avoir des filières qui permettent de réagir à un monde qui est plus chaotique, plus Aujourd'hui, mouvant. notre industrie de défense, elle est axée sur un plan de paix. Forcément, on vit dans la paix depuis de nombreuses années et c'est très bien comme ça. Mais donc, on n'a pas des capacités de production qui sont destinées à alimenter un flux de guerre. Il faut savoir que dans les premiers jours des conflits, le stock complet de munitions d'un certain type peut être consommé en 15 jours. Et pour reconstituer un stock tel que celui-là, si on parle des munitions par exemple d'artillerie, pour reconstituer un stock tel que celui-là, il faut 2 ans ou 3 ans aux chaînes de production actuelles. Donc, le déséquilibre est très très important et c'est là, à mon avis, que l'effort doit être fait, c'est au niveau des industries de défense. Si les capacités sont là, les États auront à ce moment-là beaucoup plus de facilité de mettre de l'argent pour être sûr qu'on pourra alimenter à ce moment-là l'effort ukrainien. Joseph Enrotin, très rapidement, parce qu'on est arrivé à la fin de cette page consacrée à l'Ukraine. Le soutien occidental, on voit que Volodymyr Zelensky s'en inquiète. Qu'est-ce qui se passera dans un an, dans 2 ans? Et c'est vrai que même à plus court terme, d'ici quelques mois, on risque de manquer de munitions si on veut mener une contre-offensive efficace. Je pense que vous avez raison de souligner la dimension temporelle des choses. C'est-à-dire, il
Fondamentalement, ce qui est en train de se passer, c'est que l'armée du principal perturbateur européen, à savoir la Russie, est en train petit à petit de fondre, de se faire détruire en fait par l'armée ukrainienne. Alors en fait, on a un choix. Soit effectivement on accélère, on donne un coup de collier en donnant aux Ukrainiens un maximum de systèmes qui leur permettent de réussir leurs opérations, de sécuriser leurs frontières, et en même temps on gagne du temps qui permet ensuite de reconstruire nos forces, soit on garde le trop peu d'armement qu'on a de toute manière, et l'armée russe se reconstituera plus rapidement parce qu'elle reviendra de moins loin, si vous voulez. Donc il y a un vrai choix stratégique, mais derrière toute stratégie, il y a un aspect politique. Ceci dit, comme le disait le général très justement, effectivement, il y a une question de dimension industrielle. Là aussi, c'est politique. Il faut construire des chaînes de montage pour mettre en place une nouvelle chaîne de montage. Les Norvégiens, donc d'obus en 155, les Norvégiens ont dû mettre l'équivalent de 200 millions de dollars sur la table. Voilà, le rôle des États est véritablement central. La question, c'est est-ce que les États européens ont une véritable stratégie dans leur regard, si vous voulez, sur l'armée russe et sur la menace que fait peser la Russie sur le continent européen. Merci beaucoup Joseph Enrotin, merci Frédéric Moreau, merci lieutenant-général Gutting d'être venu dans le studio de Déclic ce soir. Ce sont des enjeux évidemment très importants, on l'a compris pour différentes raisons. Il y a le soutien de la Belgique, mais il y a aussi évidemment beaucoup plus largement le soutien à long terme des Occidentaux, de l'Europe et des États-Unis. Merci à vous.